Vous vous demandez si vous avez choisi le bon statut pour votre entreprise? Entre les charges sociales, la retraite, le régime matrimonial ou encore le congé maternité, il y a beaucoup d'enjeux à considérer en tant que femme entrepreneur. Je suis Estelle Bi, avocate en droit des affaires et pour la première fois, je lance un programme éclair de 2 heures spécialement conçu pour vous, entrepreneurs. Ce programme aborde des préoccupations spécifiques aux femmes entrepreneurs, de la protection sociale à la gestion financière, en passant par les choix stratégiques pour sécuriser votre avenir. Pour en savoir plus et vous inscrire sur la liste d'attente, suivez le lien dans la description de cet épisode. À très vite! Quand on crée une entreprise ou une société, on va beaucoup penser à sa com, à ses clients ou encore à son système de facturation. Mais régulièrement, quand je reçois mes clientes au cabinet, je remarque qu'il y a un sujet crucial sur lequel les femmes ne s'interrogent pas suffisamment. C'est la question du couple, de l'amour et du mariage. Parce que quand on y réfléchit bien, en quoi le fait de s'être marié il y a quelques années auparavant aurait une incidence sur l'avenir de son entreprise, surtout si on divorce? Et là, suivez mon regard, c'est surtout une question d'argent. Or, on n'en parle pas suffisamment dans les couples. C'est une discussion très intéressante qu'on a eue avec Sonia, avocate en droit de la famille et qui a l'habitude d'aider ses clients et ses clientes à divorcer dans les meilleures conditions. Vous allez voir, ça va vous donner envie de discuter avec votre mari ou futur mari ou encore d'aller voir un notaire ou encore un avocat en droit de la famille. Bonjour Sonia. Bonjour Estelle. Moi, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast Law Her parce qu'aujourd'hui, en fait, on va parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur. J'ai fait précédemment un épisode sur l'amour et comment l'amour peut jouer des tours en fait à l'entrepreneur avec un E. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être bien d'interroger une spécialiste comme toi, parce que tu fais du divorce, mais je pense que tu seras plus à même de te présenter que moi. Je préfère comme ce soit mes invités qui fassent leur propre présentation. Donc voilà, je te laisse un peu te présenter et puis après on déroulera les questions. Eh ben merci. D'abord merci Estelle de ton invitation et je suis ravie d'être à ton micro et de permettre à tes auditeurs et auditrices d'écouter éventuellement les conseils que je pourrais leur donner quand ils se séparent en tant qu'entrepreneurs. Donc je suis Sonia Koutchouk, je suis avocate en droit de la famille et j'exerce exclusivement en droit de la famille au sein du cabinet Semia Avocat où je suis associée avec Mathilde Rouanet. On a un cabinet de 4 avocates, donc 2 collaboratrices, 2 associés. Par ailleurs, je suis également médiatrice et je termine un DU d'auditeur d'enfance qui va encore ajouter une corde à mon arc des modes amiables que je développe depuis bien une quinzaine d'années. Ouais. Oui, alors pour les auditeurs, plutôt auditrices qui nous écoutent, en fait, moi j'ai choisi Sonia pour une bonne raison. Justement à cause de sa formation sur les modes amiables. Mais je pense que tu auras l'occasion de nous en reparler un peu plus au cours de notre discussion. Les auditrices, donc la plupart d'entre elles, en fait, soit elles sont dans des projets d'entrepreneuriat qu'elles vont décider de lancer à un moment donné, ou bien elles sont déjà lancées et moi, je voulais en fait t'interroger sur ce qui se passe lorsqu'on couple à la fois, tu vois, la partie entrepreneuriat et la question du mariage, mais aussi malheureusement du divorce. Et oui. Donc, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer qu'est-ce qui se passe d'un point de vue financier / patrimonial quand 2 personnes décident de se marier? Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que dès lors qu'on a déjà l'idée potentielle de créer une société, il faut vraiment réfléchir à un régime matrimonial adapté. C'est-à-dire que se marier sans avoir réfléchi à un contrat de mariage, ça veut dire qu'on tombe sur ce qui s'appelle le régime de la communauté. La communauté, c'est quoi? C'est que finalement, tous les salaires, toutes les économies, tout ce qu'on va créer lors du mariage sera commun, va tomber dans cette bulle de communauté, ce qui est même une présomption de communauté. Ce qui veut donc dire que l'entreprise que l'on va créer lors du mariage, alors qu'on est déjà marié, va quasiment de façon certaine utiliser des fonds qui sont considérés comme communs, et donc l'entreprise sera commune. Les parts de la société étant achetées avec un capital social qui provient de fonds qui sont communs, c'est une société qui est commune. Donc dès lors qu'on divorce, on va évidemment
avoir cette question de ce qu'on appelle le titre et la finance, c'est-à-dire d'un côté les parts sociales, leurs valeurs, et de l'autre côté la valeur de la société. Ouais. Donc le conseil, c'est effectivement dès lors qu'on sait qu'on veut créer une société et qu'on veut qu'elle soit à soi, parce que c'est la question, c'est que est-ce que c'est une société qui a vocation à être à deux? Bon là, la question se pose pas, on est en indivision, chacun 50-50, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Tant qu'elle existe, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'on se dit, tiens, je veux entreprendre, créer ma société, et si ça se passe mal, je veux que ma société m'appartienne. Oui. Soit on crée un contrat de mariage. Dans le contrat de mariage, de séparation ou bien on crée sa société, ça pose pas de difficulté. Les fonds sont de toute manière propres. Soit c'est pas le cas et on est en communauté. Alors on peut changer de régime matrimonial à tout moment, ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce que dès lors qu'on a un événement dans sa vie, que ce soit un enfant, un achat immobilier ou bien la création d'une entreprise, on peut se poser la question d'un changement de régime matrimonial qui soit plus adapté. Ou bien on peut créer la société avec des fonds qui sont propres. La difficulté de créer ça avec des fonds propres, c'est qu'il faut qu'il y ait une traçabilité du caractère propre des fonds, c'est-à-dire soit on les a hérités, donc succession, soit c'est une donation, alors des parents par exemple, et on arrive à tracer effectivement les fonds pour créer la société. Alors quasiment on pourrait dans l'acte des statuts indiquer qu'il y a une sorte d'emploi de ces fonds propres au titre de la société et que le conjoint est informé du fait qu'il n'aura aucune revendication possible parce qu'il sait que la société a été créée grâce à ses fonds propres. D'accord. Ok. Bah c'est très très clair, très complet. Moi j'ai une question pour toi parce que tu as tout de suite parlé du fait de créer une société. Et en fait, moi je sais qu'un certain nombre d'auditrices, en fait, elles sont aujourd'hui en micro-entreprise, ou bien tu peux avoir envie de créer une micro-entreprise, ou chez certaines professions, beaucoup sont en entrepreneur individuel. Donc, et qu'est-ce qui se passe dans cette hypothèse si, enfin voilà, si on décide de pas forcément créer une société et de choisir cette typologie de statut, donc qu'est-ce que toi tu recommandes de faire et en fait comment ça se passe, parce que tu as fait l'exercice de nous expliquer comment ça se passait quand tu veux créer une société, mais comment tu fais justement si tu es en micro ou bien entrepreneur individuel? Alors la question qui est plus compliquée, c'est que dès lors qu'on n'a pas créé un capital social, en fait c'est la valeur de la société qui va entrer ou pas dans la communauté. Donc en fait c'est que une question de valorisation. C'est ça qui est compliqué. Par rapport à une société où c'est facile de savoir qu'il y a des titres et que les titres ont potentiellement une valeur, notamment si c'est des titres cotés, ça peut être facile de connaître la valeur, sinon c'est la valeur de la société. Là, en micro-entreprise, c'est beaucoup plus compliqué parce que effectivement, comment est-ce qu'on crée la société, à quel moment on la crée? Oui, parce que moi je le couple. Alors sur la valo, je peux te dire, c'est vrai qu'il y a un sujet. Enfin, vous qui écoutez régulièrement le podcast, moi je déconseille pas forcément. Je ne conseille pas forcément la micro parce que justement il y a un sujet d'établissement de compte. Il y a pas de bilan et en fait comment on valorise une micro-entreprise qui est en réalité une entreprise individuelle, c'est qu'en fait il faut se baser sur des chiffres. Comme vous n'avez pas d'obligation comptable, il y a un vrai sujet sur cette question de valeur. Mais est-ce que malgré tout, admettons, moi je suis une entrepreneur, j'ai une entreprise individuelle ou bien donc aussi une micro, je décide de divorcer et en fait je n'ai pas de contrat de mariage, comment ça se passe dans cette hypothèse? Alors c'est toujours la question de la valeur de la société. De l'entreprise. De l'entreprise, parce qu'on va devoir la partager si elle est considérée comme commune. Ok. Donc après, il faut bien comprendre qu'il y a deux façons d'envisager les choses. Il y a la façon très comptable, que généralement ont les entrepreneurs, et il y a la façon liquidative qu'ont les avocats et les notaires. Et puis les juges, si éventuellement on s'entend pas. Et en fait, il y a une question qui est que quand on divorce, on est obligé de faire un compte de ce que possède la communauté.
Donc, c'est-à-dire, en gros, quand tu dis la communauté, c'est le couple, c'est ça, hein, ouais. Exactement, c'est Ok. tout ce qui appartient au couple qui a été créé lors du mariage. Ok. Donc, les comptes bancaires, les biens mobiliers, les biens immobiliers, la société, il peut y avoir d'autres valeurs, des bijoux, etc. Tout ça fait partie des choses qui ont été acquises pendant la communauté, quand on n'a pas de contrat de mariage, pendant la vie commune. Et donc, quand on divorce, on a le droit à 50-50. Sauf à prouver, effectivement, qu'on a fait des apports ou des achats avec des fonds dont je parlais tout à l'heure qui sont propres, héritage ou donation. Sinon, on partage tout. Mais quand on partage, on doit attribuer. C'est-à-dire, imaginons, le patrimoine équivaut à 1 million d'euros. Chacun a le droit à 500 000 euros. Sauf qu'on va attribuer des biens. Et imaginons que l'entreprise, elle vaille 600 000 euros. Eh ben, elle va être attribuée au détenteur départ principal, sauf que sa quote-part est supérieure à ce à quoi il a le droit. Oui. 200 000. Oui. Donc, il va devoir ce qu'on appelle une récompense de 100 000 à son conjoint. D'accord. Voilà. Okay. Donc, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est dans la valorisation. Dès lors que c'est commun, ça tombe dans la communauté, c'est valorisé dans la communauté. Et donc, en fait, on est obligé, effectivement, de faire un compte. Et c'est la difficulté que tu évoquais, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'éléments pour comptabiliser, ça va créer des problématiques qui sont celles de la valorisation, parce que bien sûr que celui qui est l'entrepreneuse qui estime sa société à une valeur, elle va vouloir la minorer en se disant moi je veux pas devoir de l'argent à l'autre, tandis que l'autre va dire à mon ex-mari, parce qu'il m'a trompé, voilà. Et l'autre se dit mais non, mais enfin grâce à moi tu as développé ton entreprise, elle vaut pas du tout 600 000, elle vaut 1 million, donc tu vas me devoir de l'argent. Donc c'est cette question de la valeur qui est très importante. C'est pour ça que je dis qu'en société, quand on crée une société, c'est plus simple parce qu'on a évidemment un capital social, on a des statuts et donc on sait la provenance des fonds. Oui. Alors, ce qui est ultra intéressant parce que même moi je découvre des choses, hein, donc peut-être vous allez rire, mais c'est vrai que c'est bien qu'on fasse cette petite interview parce que même moi je comprends en fait au final ça apporte en fait quand même un argument supplémentaire pour se dire qu'en réalité tout ce qui est micro ou bien entreprise individuelle, en fait, il y a un sujet pour se dire d'où viennent les fonds. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de contrat de mariage, et on insiste là-dessus, on l'expliquera pourquoi après, en fait, on voit bien qu'il y a un vrai sujet de se dire si on est entrepreneur et que votre boîte marche bien et que derrière, il y a un divorce, ne serait-ce que pour ces questions, ça reste très compliqué. On va multiplier les échanges sur ce qu'on doit à l'un et à l'autre dans le cadre du mariage. Donc c'est ça que moi je comprends. Tout à fait. Et alors du coup, quand on est en séparation de biens, on n'a plus cette question-là puisque l'origine des fonds est forcément personnelle à chacun des époux. Oui. Quand on crée sa société, cette question ne se pose pas. Ça émane forcément de fonds personnels et donc du coup, il n'y a pas cette question de savoir comment est-ce qu'on répartit les biens, puisque les biens indivis, on sort forcément l'entreprise de cette indivision puisqu'elle a été acquise avec des fonds propres. Donc elle ne fait pas partie de ce qu'il y a à diviser. D'accord. Ok. Écoute, merci Sonia. Franchement, c'est très clair. Qu'est-ce que tu conseilles du coup? Est-ce qu'il vaut mieux être en séparation ou pas? Ou c'est, tu vois, c'est une vraie question. C'est une question que malheureusement les couples qui se marient ne se posent pas forcément. C'est de quoi on a envie. Et c'est l'envie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a effectivement envie de créer sa boîte de façon un peu, on va peut-être dire égoïste. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, si on est en séparation bien, c'est égoïste. On monte sa boîte, on va profiter des fruits de sa boîte parce qu'elle va croître, peut-être au détriment de son implication dans la vie de la famille. Mais celui qui, à la fin, va en bénéficier, c'est bien celui qui a investi son argent, son temps, peut-être au détriment d'un autre investissement de la famille. Donc ça, une séparation bien, c'est aussi une protection. Ça veut dire qu'effectivement, quand ça tourne mal, voilà, on n'a pas toutes ces questions dont on vient de se parler pendant la communauté. On ne s'interroge pas sur ni la valeur du titre ou de la finance. On s'interroge simplement, c'est ma société. Ça a un impact, la valeur, sur l'éventuel patrimoine que tu t'es constitué, parce que ton patrimoine professionnel, c'est aussi un patrimoine. Et par exemple, s'il y a une grosse différence de patrimoine à la fin
de la vie commune, on peut se poser la question, par exemple dans la prestation compensatoire, en disant toi, tu as une entreprise qui est valorisée à 1 million d'euros, moi je suis petit salarié et je gagne 80 000 dans l'année, et donc c'est toi qui vas me devoir une prestation compensatoire parce que finalement tu as pu te constituer ce capital, moi j'ai rien. Donc voilà, ça c'est des échanges qui peuvent avoir lieu après. Pendant que peut-être j'ai dû gérer les comment dire, les enfants, tout le en foyer, étant entrepreneuse. Voilà, tout exactement. en étant. OK, non mais je c'est vois possible. tout à fait. Par contre, si on se dit en fait on crée une société ensemble, on veut, ou alors je crée ma société mais je veux que tu puisses bénéficier de l'enrichissement dont je vais bénéficier. En fait, il y a la participation aux acquets, c'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste propriétaire chacun des biens dont on disposait lorsqu'on s'est marié. Par contre, on va se partager le bénéfice de la création de l'entreprise ensemble pendant la vie maritale. Donc ça s'appelle la créance de participation, c'est-à-dire celui qui s'est enrichi va partager par moitié son enrichissement avec l'autre. Oui, donc ça c'est encore un autre régime. C'est un autre régime. C'est encore un autre régime matrimonial. Aux acquets, exactement, qui est assez peu utilisé pour deux raisons. Un, parce que effectivement, il n'est pas simple à liquider, c'est-à-dire dès lors qu'on se sépare, c'est assez compliqué de valoriser parce qu'on doit valoriser ce qu'on appelle le patrimoine initial et le patrimoine final. Oui. C'est-à-dire voir si effectivement il y en a un qui s'est enrichi avec cette fameuse créance de participation, et puis parce que effectivement c'est pas un régime qui est tellement proposé globalement dans toute la France, à part l'est de la France. Mais qui est en réalité assez juste quand on y réfléchit. Quand on y réfléchit, moi je trouve qu'il est très juste. Il est très juste notamment quand on se marie jeune et qu'on a des projets communs. Oui. Parce qu'on a des projets d'acquisition, etc. et qu'on n'est pas forcément au même niveau financier. Je trouve qu'avoir, et c'est souvent ce qu'on les couple, cette idée de, en fait, on a envie de construire des choses ensemble de façon équitable, partager ensemble la charge mentale des enfants, mais aussi l'investissement, parce qu'à un moment donné, je vais travailler plus que toi ou je vais te permettre de faire évoluer ta société, finalement cause commune pour un partage des bénéfices à la fin, c'est honnête. Oui, tu vois, c'est parce que je sais que comme moi, tu es très attaché à ce sujet de l'appauvrissement des femmes, oui, tout à fait. Dans le cadre effectivement des séparations, et je trouve assez malhonnête effectivement de ne pas se replacer au moment où on s'est marié en se disant à cette époque en fait on avait envie de tout partager, on était amoureux, etc. Il n'empêche que 10, 15 ans plus tard, quand on se sépare, on n'y repense pas à ces moments heureux qu'on a passés. Oui. Or, l'intention des parties à ce moment-là, c'était quand même bien de partager. Oui, tu vois. Et sauf que la communauté, voilà, il va y avoir des questions, comme je te le disais, de qui investit quoi, comment. On parle toujours des pots de yaourt et d'investissement immobilier. On pourrait en reparler. En séparation, c'est séparé, donc de toute manière, celui qui n'avait rien n'a rien de plus, celui qui avait tout, il repart avec ce qu'il avait. Oui. Et ce que je trouve bien dans la participation aux acquets, c'est qu'il y a cette idée de, finalement, on partage cet enrichissement qu'on a fait ensemble pendant toutes ces années. Et je trouve que c'est honnête d'être en concordance, si tu veux, entre l'intention de départ et l'intention à la fin. D'accord. Donc, participation aux acquets, ça veut dire donc qu'il y a un autre régime matrimonial. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que chacun est titulaire un peu de ses propres biens. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait les plus et les moins au moment de la liquidation. Donc, c'est-à-dire en cas de divorce, ou bien s'il y en a un qui décède, je suppose, ça aussi. Et comment tu l'expliques qu'on ne le propose, que ce soit parce qu'il est régime matrimonial? Parce qu'il est compliqué, effectivement, sur les valorisations. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on intègre dans la valorisation et qu'est-ce qui fait cette fameuse créance de participation. Donc, notamment dans les sociétés, c'est pas toujours évident de calculer la valeur d'une société. On sait très bien qu'il y a des aléas. Voilà, tu le dis régulièrement dans tes podcasts, c'est quand même des choses qui sont complexes. Faut un expert comptable, faut que ça soit un qui ait été décidé par les deux époux, parce que sinon il va y avoir une certaine partialité, en tout cas une supposition de partialité. Qu'est-ce qu'on avait au départ, qu'est-ce qu'on a à la fin, voilà. Donc ça peut effectivement être problématique. Les investissements, les assurances vie qu'on a pu avoir. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un bon système quand les
personne, le couple le comprend, quand il y a un investissement qui va à un moment donné être différencié, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va s'investir, mais il sait que l'autre va s'investir différemment, mais ça ne sera pas forcément un investissement monétaire, qu'il va donc perdre possiblement, par exemple, sa faculté d'investir parce qu'il n'aura pas mis de côté autant d'argent que l'autre. Oui. Je trouve que rééquilibrer les choses grâce à ce régime dès le départ auquel on a pensé, d'abord c'est rassurant pour les deux, en se disant finalement s'il y en a un qui progresse grâce à moi ou moi je fais autre chose, je vais pas être pénalisée. Oui. Et je trouve que dans l'idée c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa. Oui. Non mais c'est très très intéressant parce que en fait même moi techniquement alors que je suis avocate et juriste, c'est vrai que c'est un régime matrimonial quand j'en discute qui est très peu connu déjà. Oui. Et c'est surtout en fait un peu pour te raconter. Là, j'ai eu deux clientes dernièrement. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. En fait, elles se sont mises d'accord avec leur conjoint. Justement, elles sont en train de lancer leur entreprise et ça marche relativement bien. Mm-hmm. Tu vois, t'as une très très forte croissance. Et ce qu'elles ont décidé avec leur mari, c'est de se dire en fait, c'est pas très grave. Toi, tu vas t'occuper des enfants. Mais ça va être pour le bien de notre foyer, parce que moi j'ai forcément un peu moins de temps, j'ai une activité qui est ultra prenante et qui va me prendre du temps, donc peut-être que je vais être un peu moins présente à un moment ou à un autre, quelquefois certains week-ends ou bien le soir, ne serait-ce que pour aller chercher les enfants à l'école. Donc on se met d'accord, c'est toi qui vas prendre en charge cette partie. Et c'est vrai que en réalité cette question d'aller chercher les enfants et tout, on voit bien parce que ça représente en réalité du travail, bien sûr, qui va permettre en fait donc typiquement moi à mes clientes de s'enrichir. Oui. Donc c'est vrai que je trouve ça très intéressant justement qu'on aborde cette question parce que on se rend compte qu'en réalité, de ce que je comprends, c'est d'en discuter. Mais absolument. Au final. Parce que est-ce que ce serait juste que l'homme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants alors que sa femme développe son entreprise soit finalement pénalisé parce que peut-être lui il va prendre un 80%, peut-être qu'effectivement il va se rendre disponible pour le bien de la famille et lui il va perdre en investissement, c'est-à-dire qu'il pourra peut-être pas mettre de côté, parce que là aussi la question qui se pose qui est importante c'est la répartition au sein du couple des charges, c'est-à-dire si imaginons que ton couple ait un emprunt à payer, monsieur finalement va gagner moins, madame va gagner plus, elle va payer peut-être plus sa quote-part d'emprunt, ou alors s'ils ont décidé de faire 50-50 alors que monsieur gagne moins, finalement c'est lui qui va être pénalisé à la fin parce qu'il aura mis moins de côté comme économie. Donc quand on est par exemple en séparation bien, finalement on arrive à refaire les comptes. Quand on est en communauté, ça s'appelle la contribution aux charges du ménage. Donc on récupère 0. C'est-à-dire que si tu as vraiment surcontribué, à la limite, on peut se dire pourquoi pas, on va essayer de montrer, mais sinon, c'est la contribution aux charges du ménage normale. On considère que tu as contribué à proportion de tes capacités. Oui. Et donc l'emprunt, il aura été remboursé. Et toi de ton côté, tu n'auras peut-être pas pu faire d'économie. Ah oui, d'accord. Donc tu vois, même cette règle, moi je la connaissais pas, c'est-à-dire que quand tu es en communauté, même si admettons tu es entrepreneur et tu contribues plus et tu es sous le régime de la communauté, en fait, on considère que c'est pas entre guillemets perdu, mais c'est perdu, c'est normal. C'est normal. À hauteur, c'est les règles du code civil, c'est qu'on dit que chacun des époux contribue à hauteur de ses capacités. C'est ça. Donc si tu surcontribues parce que vraiment, tu as un salaire moindre et que tu n'aurais pas dû contribuer à hauteur de 50%, mais 30%. Peut essayer peut-être de négocier ça. Mais dans les faits, on constate, nous, très souvent dans nos dossiers, que c'est comme ça que ça se passe, en fait. Celui qui gagne plus contribue beaucoup plus. Ce qui est un peu... normal d'un point de vue matériel. Hein. Oui, mais c'est pas toujours bien considéré. C'est-à-dire que on est dans un monde presque d'égalitarisme qui n'est finalement pas au bénéfice des femmes. Une femme, mais qui est loin d'être au bénéfice des femmes. Hein. Soyons honnêtes, Sonia. Soyons clairs. Donc c'est vrai que si on a une différence de revenus et que sur le compte commun, on met la même chose, forcément, il y en a un à la fin qui sera perdant parce qu'il n'aura pas pu mettre d'économie de côté. D'accord, on a compris. Sauf que... Il faut pas faire de 50-50. Vous avez tout compris. Voilà. Sauf que à la fin,
je dirais que quand on est en communauté, c'est pas très grave, puisque l'épargne qu'a pu faire le conjoint va revenir dans la communauté et on va partager cette épargne. Mais en matière de séparation de biens, c'est pas le cas. Donc tu vois, c'est pas si simple que ça de te dire est-ce que c'est une séparation de biens ou pas. Le choix, il doit être vraiment réfléchi en fonction de ce que tu veux faire, est-ce que tu veux entreprendre, est-ce que tu veux acheter un bien, est-ce que tu fais des enfants et comment tu envisages les choses. Parce que en fonction des différents paramètres, ton choix de régime matrimonial, c'est pas forcément le même. Alors, mais ça, je trouve que parce que nous, on est avocate, tu vois, Sonia. Mais ce que je trouve profondément dommage, c'est que la plupart, avant de se marier, ne se posent pas ce genre de questions. Ce qui est quand même très compliqué parce que effectivement, il y a l'amour, mais il y a quand même une problématique sur ta trajectoire de vie. Complètement. Parce que je connais plus les stats, mais peut-être que tu la connaîtras mieux que moi sur la question du divorce. Il y a beaucoup de gens qui divorcent au final, c'est ton fonds de commerce. En réalité, ça peut quand même te mettre à mal, financièrement parlant, quand tu divorces. Donc cette question qu'il faut se poser en amont avant de se marier, elle est cruciale. Et comment tu l'expliques que justement que le commun des mortels ne sache pas, ne comprenne pas qu'il faille ne serait-ce aller consulter un avocat en droit de la famille ou bien un notaire pour comprendre tout ça? Alors, c'est notre grand credo avec mon associée Mathilde. Nous, on prône vraiment une consultation pré-mariage. C'est-à-dire qu'on estime qu'effectivement, les gens ne connaissent pas les règles du Code civil. C'est bien normal. Et on va leur lire 3 articles lorsqu'ils se marient sans comprendre l'implication de toutes ces règles de vie commune, de participation aux charges, etc. Donc, nous, on se dit que c'est impératif d'avoir cette information en amont, ne serait-ce que parce que, comme tu le dis, les trajectoires de vie sont différentes. Quand tu te maries à 20 ans, 30, 40, que tu as un projet d'acheter, que tu es déjà propriétaire, que tu as des enfants, que tu n'en as pas, les choix vont être différents et les investissements vont être différents et l'état de fortune de chacun peut aussi avoir des incidents sur les choix. Je pense que, pour répondre à ta question, que le fait que ça n'existe pas, c'est qu'on croit encore qu'on vit d'amour et d'eau fraîche et que donc mélanger l'amour avec l'argent, c'est un gros mot. Donc, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est très important l'éducation financière. Alors, c'est un autre sujet qui me qui me passionne. Et mais moi aussi, qui me passionne. Mais aussi. Mais c'est pour ça que je t'interviewe. Je sais qu'on est sur la même longueur d'onde, Sonia. Parce que l'éducation financière est ultra importante. On peut parler d'argent, on peut parler trajectoire, on peut parler projet, sans que ça soit qu'on soit considéré comme des femmes vénales, sans que ça soit mal interprété. C'est bien normal d'avoir envie de progresser dans la vie, de mettre de l'argent de côté, d'être propriétaire d'un bien, de son entreprise, d'évoluer de façon équivalente à ce que serait l'évolution pour un homme. Et parce que, de fait, on constate aujourd'hui que les femmes, une fois divorcées, elles ont un temps beaucoup plus long qu'un homme à revenir à une situation équivalente. Oui, voilà. Au niveau financier. Au niveau financier. Tout à fait, oui, alors, tout à fait. C'est ça qui est quand même dramatique. Donc, se poser les bonnes questions, c'est ce que je disais, c'est-à-dire l'honnêteté intellectuelle initiale de dire, en fait, on s'aime, on va tout partager, très bien, mais comme on sait très bien que quand on se sépare, ce dont on avait, ce sur quoi on s'était mis d'accord initialement, on s'en rappelle pas ou on veut pas s'en rappeler à la fin. Ça pose quand même une difficulté. Donc, je trouve que c'est intéressant de mettre noir sur blanc ce dont on a envie, comment on voit les choses. Alors, aujourd'hui, il faut quand même être très clair. Les notaires ont des contrats beaucoup plus adaptés, très précis, avec des clauses qui peuvent être complètement sur mesure par rapport au projet des couples, ce qui est quand même super, notamment dans les questions d'acquisition. Oui. C'est-à-dire, on peut parfaitement considérer qu'il y a un apport de l'un beaucoup plus important, mais pourtant dans l'acte, ça sera 50-50 parce que c'est un choix commun. Oui. Sauf que il faut pas qu'à la fin du celui qui a mis plus dise en fait non, maintenant je revendique ce que j'avais mis. Non, t'étais bien d'accord au départ pour mettre 50, donc il faut qu'on soit d'accord avec ce modèle. Voilà. On peut aussi dire, pas du tout. Moi, je préfère effectivement mettre une somme et que ça soit mentionné dans mon acte d'acquisition. Oui. Ou dans mon entreprise, ou peu importe. Parce que, à la fin, je veux retrouver ça parce que c'est une donation de mes parents, que j'y tiens, etc. Tout est valable. Oui. Dès lors que, effectivement, tout est mis sur la table et qu'on se retranche pas derrière
le fait qu'on ait cessé de s'aimer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour revenir sur les accords initiaux. Parce que ce qu'on constate, nous, dans notre matière, c'est que finalement, les sacrifices que font l'un ou l'autre des époux tout au long de la vie maritale est conditionné aussi à cet état des lieux de départ. Donc, si on change la donne à la fin, on n'a pas changé la donne en cours de route, en fait, il y en a un des deux qui se fait avoir. Et Oui. c'est souvent les femmes. Oui. Et c'est souvent les femmes, oui, malheureusement. Moi, de ce que je comprends, de toute façon, c'est quelque chose que vous faites des consultations pour en pré-mariage. Pour comprendre en fait justement les implications financières. Et est-ce que tu dirais, par exemple, en fonction ça c'est une vraie question que je me pose moi, en fonction du régime matrimonial que tu vas choisir, est-ce que ça modifie peut-être ton comportement pendant ton mariage justement? Est-ce que tu penses qu'il y a une incidence sur ça Non, ou pas? en fait, je pense pas. Je pense que on le constate aussi, c'est que certains sont en séparation de biens et se comportent comme s'ils étaient en communauté. Donc c'est très curieux. Ils partagent tout par moitié, alors que, par exemple, les fonds ne proviennent pas des mêmes canaux. Oui. Donc non. Oui, donc en réalité, du coup, il y a une vraie incompréhension. Absolument, il y a une vraie incompréhension. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment ne pas se laisser embarquer dans un non-choix, mais plutôt d'avoir cette consultation initiale pour savoir quelles sont les possibilités. Et encore une fois, en cours de mariage, on peut toujours adopter un régime qui soit plus adapté à l'évolution de son couple. Oui. Donc en fait, donc la recommandation, c'est quand même quand on a des gros projets, surtout si on s'est marié un peu jeune, d'aller voir typiquement un avocat en droit de la famille ou bien un notaire. Absolument. Et là, peut-être rediscuter de comment les choses peuvent se passer. Moi, je considère typiquement que les gros projets, c'est aussi monter une boîte. Bien sûr, je le précise. Et ce qui est complètement... c'est un peu le sujet de l'épisode du podcast. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre les implications de ce qui peut vous arriver quand vous créez votre société ou bien votre entreprise, que ce soit avant le mariage ou bien après le mariage, tout simplement. Oui, alors moi j'avais une autre question, parce que ça peut arriver aussi qu'il y en ait un qui crée, tu sais, son entreprise avant le mariage. Oui. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe pas grand-chose. Non, il se passe pas grand-chose puisqu'il reste propriétaire à la fois du titre et de la finance. Après, la question qui se pose, c'est éventuellement la valorisation de cette société dans le cadre d'une séparation pour l'évaluation de son patrimoine propre. Le patrimoine propre étant une des données possible quand il y a une différence entre les patrimoines des deux époux sur la prestation compensatoire. Si effectivement cette société est devenue cotée en bourse et que grâce à ça... C'est devenu Jeff Bezos. Exactement. Voilà, le président d'Amazon. Dans ces cas-là, il vaut mieux divorcer aux États-Unis. Oui, exactement. Des clauses intéressantes. Exactement. Non, mais en France aussi, on est capable d'avoir quand même ce recul-là sur un certain nombre de clauses. Nous, on négocie beaucoup de prestations compensatoires de façon amiable sur des gros patrimoines. Mais effectivement, ce dont on tient compte, c'est comment s'est faite l'évolution, quels sont les sacrifices qui ont été faits, parce que là encore, c'est pas le tout d'avoir une société qui fonctionne. Est-ce que ça a généré une moins-value pour l'autre finalement? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est tellement investi qu'il a désinvesti d'autres parties de la vie de couple? Est-ce qu'au contraire, grâce à cet investissement, la famille a pu vivre très bien, s'acheter un appartement, une résidence secondaire, un bateau, je sais pas quoi? Bon. C'est tous ces facteurs-là qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, moi, je trouve que c'est très important de régulièrement se remettre autour d'une table pour discuter des finances, d'abord évidemment de la participation de chacun et de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, si on veut acheter un appartement, si on veut acheter un bien, si on veut créer une société, c'est quoi les enjeux et ça peut se faire à tout moment. Oui, donc en gros, c'est une très mauvaise habitude de ne pas aller voir son avocat en droit de la famille quand on a des très très gros projets, des changements de vie. Oui, par exemple, tu vois, je sais pas, dernièrement, j'ai un certain nombre d'entrepreneuses qui m'ont demandé, alors qu'en fait, avec des projets d'expatriation de leur conjoint, ça aussi, c'est des questions en fait, à mon sens, qui se posent et qui peut en fait mériter qu'on se pose 3 secondes chez un avocat en droit de la famille,
parce que financièrement parlant, il se passe des choses. Complètement. Ouais. Si Donc, on non, abandonne son job, si on fait des sacrifices professionnels, est-ce que on continue à cotiser à une retraite en France? Est-ce qu'on fait des retraites effectivement entre guillemets privées? Est-ce qu'on se dit qu'il y a une partie des fonds qui sera utilisée pour compenser la perte de salaire de l'un? Comment on répartit la partie des charges? Est-ce que l'appartement qui reste en France est loué, puis il y en a un qui récupère le loyer pour sa vie quotidienne? Enfin, il y a effectivement plein de questions qui se posent dès lors qu'il y en a un qui sacrifie un petit peu sa vie professionnelle pour permettre à l'autre d'évoluer. Et là encore, est-ce que ce serait normal qu'il y en ait qu'un des deux qui profite de cette évolution de carrière professionnelle de son entreprise pendant que l'autre il fait le sacrifice de suivre, parce que si c'est un projet de couple, bah finalement ça impacte tout le monde et donc les retombées positives comme négatives, c'est pour tout le monde. Ouais. Non mais c'est profondément vrai, hein, parce qu'en fait bon, pour la petite histoire, en fait moi j'ai fait quelques années, j'étais en Chine, tu sais, pendant ma scolarité, et c'est vrai que tu sais il y avait toujours des blagues, aujourd'hui je me rends compte que qui sont pas forcément très très drôles. Tu sais, on expliquait les femmes d'expat avec un aspect un peu condescendant. Tu vois, qu'elles font pas grand-chose parce qu'elles ont suivi un peu leur mari. En réalité, il y a un vrai sujet, hein, parce que c'est des femmes techniquement qui s'appauvrissent et sans doute elles n'ont pas compris les enjeux, et je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre elles aient passé le pas d'aller voir aussi un avocat en droit de la famille ou bien encore un notaire, parce que c'est aussi cette acception qu'on a en France de se dire je vais pas voir un avocat tant que les choses vont bien. Alors qu'en fait, même dans ce genre de sujet, typiquement dans ces genres de sujets, je pense qu'en fait, même à titre de prévention, ça peut être intéressant de venir vous consulter. Complètement. Et la prévention n'est pas quelque chose de très évident en France. C'est-à-dire, comme tu dis, l'avocat est quand même toujours assimilé à une problématique et puis une problématique judiciaire, alors qu'effectivement, c'est pas du tout le cas. D'abord, on peut anticiper, évidemment, et toi, tu es la première à bien le savoir, on anticipe les problématiques, dont on est là pour éviter les problèmes, ou que les problèmes soient créés, en tout cas d'envisager toutes les hypothèses pour permettre un choix éclairé. Et en gros, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de choix éclairé. Les gens sont un peu, c'est au fil de l'eau, ça se passe au fil de l'eau, on réfléchit pas, il se passe 5, 10, 15, 20 ans, et puis c'est quand ça va mal qu'on se dit, mince, on aurait peut-être dû réfléchir avant. Donc c'est dommage aujourd'hui, alors que quand même les avocats, en tout cas, nous, on estime qu'on est accessible. Oui. On essaye par tu le sais, j'ai un podcast Avomarde qui est vraiment très pédagogique sur les modes amiables. On fait beaucoup de posts sur l'explication justement de ce qu'est le droit de la famille, les régimes matrimoniaux, parce qu'on estime qu'on doit permettre aux gens d'avoir un accès, c'est l'accès au droit facile en langage clair. On se met pas sur un piédestal, on estime que on doit pouvoir venir nous voir pour nous poser ces questions sur une consultation classique qui va pas coûter des 100 et des 1000, mais qui est là avec X heures de travail en fonction de la complexité du dossier, mais pour être éclairé sur l'avant, le milieu, l'après. Oui, non, mais clairement, hein, c'est surtout sur ces sujets très importants et qui, au fond, appauvrissent ces femmes. Donc souvent parce qu'il n'y a pas cette réflexion globale. Ouais. C'est ça qui est dommage. Et c'est effectivement souvent. Bon, de fait, on est encore un petit peu dans une société patriarcale, mais les femmes... Beaucoup patriarcale, tu veux dire, les femmes se sacrifient Sonia. quand même régulièrement ou plus facilement. Bon, peut-être parce que aussi elles ont des emplois un peu moins rémunérés dans un certain nombre de secteurs, on sait que c'est vrai, que globalement... une femme qui est enceinte, qui a des enfants en bas âge dans une entreprise, elle sera mise un peu de côté. Une femme, on le sait aussi, ne réclame pas sa juste valeur, et ça, c'est INSAF qui le dirait très bien. Oui, tout à fait. Voilà. Donc il y a aussi tout cet apprentissage des femmes à faire. Je suis contente d'arriver à une époque où cette prise de conscience, elle est quand même de plus en plus importante. Mais c'est vrai que les femmes ont l'impression que parce qu'elles vont revendiquer cette juste
juste place, elles sont pas légitimes. Or, je trouve que c'est légitime en tant qu'entrepreneuse de se dire, je vais investir du temps, de l'argent pour faire la création de mon entreprise et j'ai le droit de le faire aussi bien que mon mari, que mon compagnon et j'ai le droit d'en avoir les retombées aussi. Si je dois sacrifier un petit peu de ma vie de famille parce que j'ai envie aussi d'avoir une carrière professionnelle, je vois pas pourquoi on me le reprocherait. Mais il faut que ce soit quelque chose qui soit discuté et que effectivement les intérêts soient bien compris pour rééquilibrer. Mais ça va dans les deux sens. Oui. Voilà. Non, mais je comprends. Alors moi, alors on a beaucoup parlé de l'appauvrissement des femmes parce que c'est un vrai sujet. Moi aujourd'hui, j'estime que, tu sais, on n'a pas énormément de recul sur l'entrepreneuriat féminin. Oui. Parce que bon, quand tu sais que c'est seulement en 1965 qu'on a réussi en fait à avoir un compte en banque, on peut dire qu'on n'a pas forcément beaucoup d'antériorité, tu vois, sur l'entrepreneuriat féminin. Et en fait, je me suis posé la question quand tu vois un peu les statistiques avec tu sais, Bouge ta boîte qui dit que 67% de femmes n'arrivent pas à se payer un SMIC en tant que dirigeante d'entreprise. Comment tu le couples toi avec les questions de divorce? Comment faire en fait quand typiquement tu entreprends et t'es une femme et que tu veux éviter cet état d'appauvrissement? Quels seraient en fait tes conseils pour justement éviter cette période un peu à risque? C'est très compliqué de se projeter dans ces questions-là parce que en fait, encore une fois, il faut que ça soit réfléchi dans le couple. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le couple est d'accord pour que la femme entreprenne, investisse, et qu'on sait que c'est un peu plus long parce que effectivement, comme le dit très souvent la dirigeante de Bouge ta boîte, dont j'ai oublié le nom, Marie-Éloi, voilà. Oui. Les femmes sont aussi moins financées. Oui. Les levées de fonds, etc., sont beaucoup moins faciles pour les femmes, alors qu'elles ont, et on le sait de façon statistique pour le coup, quand elles entreprennent, leurs entreprises sont beaucoup plus pérennes, mieux gérées que les hommes, que celles des hommes. Donc c'est quand même plutôt curieux de se dire qu'il n'y ait pas d'investisseurs ou d'investisseuses pour les projets des femmes. Et donc là encore, je pense que ça doit être dans une économie globale qu'on se pose la question de, voilà, si moi je m'investis, et certes peut-être ça va prendre du temps, si toi t'avais fait la même chose, moi je me serais occupée des enfants, de la logistique, faisons la même chose de l'autre côté. Et encore une fois, c'est une question de dialogue et de communication, de se dire qu'à un moment donné, oui, on sait que pour créer une boîte, pour avoir une clientèle d'avocats, c'est la même chose. Il faut 3, 4, 5 ans. Il faut qu'il y ait un mécanisme de compensation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse se dire, si jamais malheureusement on se sépare dans 5 ans alors que finalement toi t'as gagné 0 mais que t'as investi dans cette boîte, qu'on y a cru tous les deux, qu'est-ce qu'on a fait pour compenser ça à partir du moment où on s'est mis d'accord sur l'engagement de la création de cette société? Est-ce qu'on met une assurance vie de côté que moi je paye pour toi parce que effectivement par ailleurs moi je crois en ta société et donc ça va évoluer, qui pourra être alloué dans le cas où on se sépare? Est-ce qu'on achète un bien, je paye 100% du crédit pendant que toi tu t'occupes de ta boîte, mais on dit que c'est 50-50. Oui, mais que sur le papier ça t'appartient. Exactement, que ça t'appartient tout autant qu'à moi. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment à chaque fois une réflexion globale qui doit être faite et je constate que c'est pas le cas. Alors c'est en ça qu'il y a un appauvrissement des femmes. Et je vais peut-être t'apprendre un truc, c'est que ça date simplement de 2023 où il y a l'obligation pour l'employeur de verser un salaire sur un compte qui soit un compte joint, soit un compte au nom du titulaire du salaire. C'est-à-dire que jusqu'à 2023, un employeur pouvait verser sur le compte de monsieur le salaire de madame. Ah non, mais alors ça, c'est extraordinaire. Enfin, moi, oui, tu m'apprends quelque chose, hein. Voilà, peut-être que dans les dossiers qu'on a, ça n'apparaît pas, mais on a quand même effectivement des comment ça s'appelle, des typologies de couple où effectivement, la femme ne va pas pouvoir travailler, ne va pas pouvoir créer une entreprise,
L'homme va éventuellement capter, si elle travaille, le petit salaire qu'elle a. Enfin voilà. C'est de la violence économique C'est de la violence économique totale Exactement. en fait. Hein. Voilà, Donc, c'est pas trop le cas de tes entrepreneuses, mais ça peut être le cas dans le sens où, au final, si on tient pas compte de cet investissement et du décalage qu'il peut y avoir entre je crée ma boîte le temps qu'elle soit rentable, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période? Et si malheureusement pendant cette période on se sépare, comment on fait pour équilibrer? Oui. Donc il faut bien en discuter avant. Alors moi j'adore ton discours parce que c'est vrai que en fait parce que moi aussi j'ai créé mon cabinet il y a pas très longtemps et c'est vrai que en réalité c'est une période de stress intense et la question de la sécurité financière, elle se pose d'autant plus quand tu essayes de monter une entreprise ou bien une société et que tu te lances à ton compte. Donc ce qui veut dire que et c'est vrai que peu de gens ont peut-être cette discussion avec leur conjoint en se demandant comment faire pour compenser cette période peut-être un peu difficile pour moi parce que peut-être au début tu vas pas forcément être rentable immédiatement, Non, ce qui est normal. Tu vas pas forcément pouvoir te verser un salaire, donc quelquefois, tu as Pôle emploi / France Travail qui va te donner peut-être de quoi vivre. Et encore, parce que tu as une décote de salarié avant, mais quand t'as pas été salarié, tu démarres from scratch, t'as rien du tout. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que oui. Donc, en fait, on aura compris. Hein. Donc, si vous avez bien compris ce que voulait dire Sonia. Donc, depuis le début de l'épisode, elle nous explique que il faut en discuter avec son mari en amont, quel que soit le moment en fait où est-ce que vous êtes et que vous avez un projet particulièrement important qui vous tienne à cœur. Et en fait, il en va de votre sécurité financière, que ce soit à un moment à court terme, à moyen ou à long terme, si voilà vous deviez divorcer, voire même en cas de décès en fait de votre mari. Donc voilà. Eh bien, c'est l'anticipation en fait. Voilà. Ouais, faut anticiper. C'est ça. C'est pas un gros mot et c'est pas voilà. C'est une discussion qui doit avoir lieu parce qu'elle est essentielle, y compris à la survie du couple, parce qu'on sait très bien aussi que ces problèmes d'argent créent des problèmes de couple. Donc si on a été clair dès le départ, il n'y a pas aussi ces incompréhensions finales que nous on constate tout le temps. C'est des gens, comme tu disais, qui n'ont pas compris le régime matrimonial ou le non-régime matrimonial, hein, parce que le fait de ne pas en avoir, d'être en communauté, certains ne l'ont pas compris non plus. Donc je veux dire que c'est ça qui est important quand tu anticipes, c'est que tu sais que tu as choisi ce régime, tu sais quelles en sont les conséquences, alors avec ton système de compréhension, et c'est là où c'est toujours difficile et que c'est bien d'aller voir un avocat qui sait parler le langage courant, mais qui va expliquer de façon assez claire les implications, mais je pense que ça évite les 80% des incompréhensions si au départ tu sais quelles sont tes possibilités. Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup Sonia. Merci, on va clôturer, mais est-ce que tu pourrais, parce que ça va être la dernière question, parce que ça fait quand même 45 minutes qu'on est en train de discuter, donc c'est déjà pas mal. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, un dernier conseil, si typiquement moi je suis entrepreneur avec un E, et je veux pas que typiquement en cas de divorce, que ça revienne un peu à mon futur ex-mari. Est-ce qu'il y a des choses à faire ou comment faire pour se prémunir contre ça ou voilà? C'est déjà effectivement choisir ce régime matrimonial de séparation de biens pour être certain que l'entreprise t'appartienne, être certain que le capital social que tu auras investi pour créer ta société provienne de fonds propres. Oui. Donc soit tu n'es pas encore marié, il n'y a pas de souci, soit tu es marié et il faut que ça émane d'une donation, d'une succession et que tu aies bien ce qui s'appelle la traçabilité, c'est-à-dire qu'on sache bien d'où proviennent ces fonds qui ont permis l'acquisition de la société. Et puis après, c'est effectivement dès lors que c'est en cours de route et que c'est ce projet et que par exemple il y a une communauté, proposer un changement de régime matrimonial qui permet effectivement là d'abord de refaire le point sur la situation, de clôturer la communauté pour repartir sur quelque chose qui est plus sain,
qui est effectivement le régime de la séparation de biens, qui a aussi un intérêt quand même, c'est que du coup, il y a quand même une séparation pour les créanciers potentiels, parce que ça on n'en a pas parlé, Oui, tout mais à fait. les patrimoines n'étant pas communs, du coup il y a moins de risques aussi pour Protéger l'autre. Exactement, Protéger pour celui l'autre. qui n'est pas entrepreneur, pour le conjoint d'entrepreneur. Donc là aussi c'est un intérêt. Et on sait très bien que une entreprise sur 3, si je me trompe pas, dans les 5 ans est en liquidation. Non, mais c'est ça. Donc il y a aussi un risque, donc il faut aussi envisager ça. Il n'y a pas que la question de la perte de salaire ou de la perte de train de vie. Il y a aussi cette question de si ça ne marche pas, les conséquences pour le conjoint. Donc je pense que aussi dans la discussion, c'est un élément qu'un avocat pourrait rappeler, c'est que la protection, elle est là aussi pour ça. Le régime de séparation, il y a le gain d'un côté, mais il y a la protection de l'autre. C'est ça qui équilibre un petit peu les choses. Ok. Non, mais c'était très intéressant en tous les cas, Sonia. Et moi, je conclurai qu'en gros, vous avez tous bien compris. Allez voir Sonia, hein, parce que si vous devez lancer une boîte, ou vous avez déjà lancé une boîte et en fait, vous êtes un peu stressé sur la partie financière. Typiquement, si par exemple, vous êtes vraiment en début de lancement et que vraiment les questions financières vous posent problème, notamment par rapport à votre mari ou bien votre conjoint aussi, hein. Bien sûr. Si on n'a pas parlé de ça sera un autre sujet. Ouais. Quand on n'est pas marié du tout, oui. Comment ça se passe? Donc ça, on fera un autre épisode. Alors. Exactement. Donc on n'a pas fait. Ou les paxés. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est tout un sujet qui est complètement différent quand on n'est pas marié. Donc oui. Donc voilà, allez la consulter. Si de toute façon, ce que je vais faire, hein, Sonia, c'est que je mettrai donc en descriptif de l'épisode ton petit compte LinkedIn. Merci. Instagram aussi. Oui. Et puis également celui les réseaux sociaux en fait de ton cabinet. Donc si vous voulez la contacter, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'étais ravie de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. Merci beaucoup encore pour ton temps et puis moi je vous dis à très bientôt dans une autre interview. Merci à toi Estelle, c'était très sympa de discuter avec toi. Merci pour ton invitation. À très bientôt, au revoir.